Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Cercle de l'Histoire pour une nouvelle vidéo, une interview, celle d'Étienne Bonamy. Étienne Bonamy est ancien rédacteur en chef de l'Équipe. Il est l'auteur du roman Les Forcés de la route qui revient sur cet événement du circuit de France. Et cet entretien, il a été fait dans le cadre de cette vidéo, le Tour de la honte, où nous revenons avec lui sur les événements des circuits de France, de la genèse de cette ersatz du Tour de France. Et on en profite évidemment pour parler plus largement de vélo avant, après la guerre. 1h20 d'entretien que je vous laisse évidemment découvrir. Je vous souhaite une excellente vidéo et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne Rivenzi, le cercle de l'histoire, pour ne rater aucune interview. Étienne Bonamy, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous avez découvert cette histoire du circuit de France ? C'est un peu le hasard et la chance. En fait, je travaillais pour une société de production avec Arte pour imaginer un doc télé sur la ligne de démarcation à paraître en 2020. Et donc, on était en 2016, ça prend du temps. Et je regardais ce qu'on appelle, pour trouver des spots, des histoires à raconter entre la Suisse et le Pays Basque, et en cherchant tout bêtement sur Wikipédia des endroits. Et puis quelques sites de presse régionale, je suis tombé sur l'histoire d'une course qui traversait la ligne de démarcation à côté de Poitiers. Donc j'avais noté ça quelque part en disant tiens, on racontera ça sans bien me rendre compte de ce que c'était, ni même l'importance de l'événement. Le doc télé ne s'est pas fait, mais je m'étais dit tiens, ça reste un sujet marrant, je creuserai. Mais on est en 2016, je m'étais dit un jour je raconterai cette course-là. Alors avant de parler de la genèse du circuit de France en lui-même, j'aimerais qu'on parle quand même de la discipline. Et Étienne Bonamy, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quel point le vélo est populaire à ce moment-là en France, puisque c'est vrai qu'on a le Tour de France depuis 1903, on a déjà eu des champions internationaux. Quelle est la popularité du vélo au milieu du XXe siècle ? Alors il est énorme, je dirais. En France, c'est le premier sport. C'est le premier sport parce que d'abord, il est populaire. Les autres grands sports tels que le football, le rugby, l'athlétisme ont pris de l'importance, mais ils n'ont pas cette dimension populaire et de proximité que possède le vélo, pour deux raisons. C'est que le vélo, la France est un pays qui fabrique énormément de vélos, les équipementiers, Mercier, Lucifer, Elliott, Alcyon, tout ça, l'utilisent. Même avant le début de la guerre, on a un Tour de France où il y a une caravane publicitaire qui fait le Tour de la France, qui était venu déjà un énorme business et un énorme engouement. Voilà, faut savoir que le rugby, le football, la Coupe du Monde, elle existe en 1930 et 1934. Donc, elle a eu lieu en Uruguay, elle a eu lieu en Italie. C'est pas encore un sport comme on le voit aujourd'hui à la télévision. Le rugby, il reste tenu à 5 pays. L'athlétisme, il y a eu, mais les Jeux Olympiques, ils ont eu lieu en France au début, puis après ils sont partis dans d'autres pays. Alors que le vélo, il y a à peu près 3,5 millions ou 4 millions de vélos en France. C'est un moyen de se déplacer, c'est un moyen donc de faire du sport. Et puis il y a des grands champions. Le Tour de France a déjà sacré des champions français, mais déjà internationaux. Aujourd'hui, évidemment, il y a plus de pays qui font du vélo, mais à l'époque, il y a des Italiens déjà, il y a des Belges, il y a des Espagnols. Donc, c'est devenu vraiment le sport numéro 1 en France, et donc l'intérêt numéro 1. Et n'oublions pas, les journaux misent beaucoup sur le vélo. Le Tour de France a été créé en 1903 par l'Auto. Pourquoi ? Pour feuilletonner le sport. Quand vous avez une course à étapes qui dure 3 semaines, comme c'est le cas pour le Tour de France encore aujourd'hui, vous racontez une histoire, mais Paris Soir le faisait, les autres journaux avaient tous leurs courses, parce que d'un seul coup, c'était notre événement à nous, on vous le montre, et tout ceci faisait que les champions étaient très, très, très populaires sur la route et sur la piste. Il y avait des vélodromes partout en France. Alors au grand sport, évidemment, les grands champions. Et avant ce circuit de France, en 1942, le champion de France, c'est Émile Idé. Est-ce que vous pourriez nous le présenter ? Alors, Émile Idé, il est né en 1920. Il est né dans l'Aisne, à Nouvion-le-Comte. J'y suis allé, c'est un tout petit pays au milieu des champs de betteraves. Et en fait, à l'époque, Nouvion-le-Comte, c'est du côté de Saint-Quentin, entre Saint-Quentin et Laon. Ça a déjà été terriblement marqué par la Première Guerre mondiale.
Émile Idé, il est né après la Première Guerre mondiale, puisqu'il est né en 1920. Mais déjà, le pays avait été ravagé. Et quand l'occupation allemande est arrivée en 1939-1940, lui et son frère et ses sœurs et sa mère ont quitté à nouveau, parce que on le sait, voilà, l'armée allemande a envahi le nord de la France, et sont venus vivre à Paris. Et Émile Idé, lui, il est cycliste, mais tout jeune. Quand il arrive à Paris, il est en 1939 ou 1940, je ne sais plus. Il a 20 ans, c'est un très bon coureur régional. Son frère aîné est un très bon coureur, mais ils vivent dans un petit appartement près de Ménilmontant. Voilà, il espère, il est amateur, il espère devenir pro. Et comme il signe au VC Levallois, qui était un des gros clubs amateurs, et il va devenir ce qu'on appelle un néo-pro dès 1940. Mais en 1940, Émile Idé, quand il a 20 ans, tout s'arrête, pour lui comme pour les autres. Hein. Alors c'est vrai qu'avec l'invasion allemande en 1940, la France donc se divise principalement en deux zones, en zone occupée au nord et zone dite libre au sud. Comment est-ce que le sport, et là particulièrement le vélo, continue à exister durant cette période ? Alors en 1939, le Tour a lieu, c'est encore un Tour de France, il a lieu en juillet évidemment, mais les prémices de la guerre existent puisqu'elle éclatera début septembre. Il y a encore du sport, on fait comme si, voilà, en 1939. 1940, j'allais dire du début de la guerre, donc septembre 39 à mai 40, c'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Le sport continue, mais on s'observe. Les soldats sont au nord-est de la France, les soldats français, les Allemands sont de l'autre côté. Après, il y a la Blitzkrieg des Allemands, donc ça a tout changé. Évidemment, tout s'est arrêté, c'est-à-dire que la France est envahie jusqu'à l'armistice, c'est-à-dire jusqu'à mi-juin. Il n'est plus question de faire des courses. Pourquoi ? Parce que beaucoup de cyclistes, beaucoup de sportifs ont été mobilisés, comme tous les citoyens français en âge de combattre. Donc cet été 40, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est normal, c'est la mobilisation générale. Déjà, les sportifs avaient été mobilisés à partir de septembre, mais j'allais dire, ils combattaient pas vraiment, ils attendaient. Mais à partir de mai 40, il y a eu beaucoup de sportifs qui, eux, ont terminé leur carrière pour la bonne raison qu'ils sont allés se battre, ils sont allés sur le front, ils en sont morts. Beaucoup ont été faits prisonniers, quels que soient les sports dans lesquels ils jouaient. Que vous soyez un champion cycliste, ou vous soyez un apprenti boulanger, quand vous êtes à la guerre, vous êtes à la guerre, il n'y a pas de sélection. Donc là, le sport, il s'est arrêté, il a eu on va dire, ce gros semestre de mai 40 où il n'y avait plus rien. Avant, il y avait moins de choses, mais bon, ça vivotait. On voulait croire que c'était la guerre, mais peut-être il n'y avait plus de grande compétition. Mais à partir de juin 40, voilà, l'armistice, ça a redémarré une fois que la fameuse ligne de démarcation que le gouvernement allemand et la soumission du maréchal Pétain, voilà, une France du Sud, France non occupée, zone libre, j'aime bien, une France du Nord, zone occupée, et une France du Nord-Est, zone interdite, puisque l'Alsace-Lorraine était redevenue territoire allemand. Alors comme vous le disiez, va y avoir cette pause qui va arriver à partir de 1940, puis le sport va reprendre ses droits, malgré l'occupation, malgré le contexte de la guerre. Et donc va se poser la question de faut-il relancer le Tour de France ? Et à ce moment-là, Jacques Godet, qui est le directeur du journal Lotto, qui est à l'initiative de l'organisation du Tour à l'époque, refuse de relancer le Tour. Mais alors pourquoi refuse-t-il de le faire ? Devant l'avancée allemande, comme le gouvernement français, tout le monde a fui Paris. Le gouvernement français, on sait qu'il est allé à Bordeaux, puis à Vichy, il est même à un moment passé par Alger. Les journaux, ils s'étaient tous délocalisés à Lyon. Parce que devant l'avancée des troupes allemandes, comme des millions de réfugiés français, ils ont pris la route. Quand tout a été stabilisé, je dis stabilisé entre guillemets, qu'il y a eu des accords, ça, progressivement, tout le monde est revenu. L'auto est revenu à Paris. Il y a des journaux qui ont arrêté de paraître et des journaux qui ont continué de paraître et des journaux qui se sont créés. Les journaux qui se sont créés sont forcément des journaux collaborationnistes, c'est-à-dire des gens qui ont porté la voix de l'occupation allemande, mais aussi du gouvernement collabo du maréchal Pétain.
Et puis, il y a des journaux qui ont accepté de sortir, de continuer. Alors, l'Auto n'était pas un journal politique, puisque c'était du sport. Il n'était pas le seul, il y avait d'autres hebdos, mais c'était un quotidien qui, pour continuer à sortir, tout ça sous domination allemande, puisque il y avait je dirais pas un ministère, mais on va faire court, il y avait une sorte d'office central qui s'occupait de la presse française, comme pour le cinéma, comme pour la radio. Donc, ils étaient sous contrôle, et il fallait relayer les informations, les communiqués, et parler de la situation en France et dans le monde. Donc, l'Auto n'y a pas échappé, l'a fait. Après, on va dire que 90% du journal racontait le sport, et Jacques Godet, qui ne voulait surtout pas, puisque son journal continue à paraître, c'était le fils de Maurice Godet, le créateur, surtout le Tour de France avait été empêché de parler, et lui ne voulait pas céder, car très vite l'occupant comme le gouvernement de Vichy se sont dit, pour relancer la France, il faut dire que tout va bien. C'est-à-dire les cinémas sont ouverts, les restaurants sont ouverts, on peut travailler. Évidemment, on est dans de la propagande, on est dans le mensonge, mais aujourd'hui on le saurait, parce que avec les réseaux et la diffusion de l'information, on le sait, mais quand vous habitez Brest, vous ne savez pas ce qui se passe à Paris. Quand vous habitez Paris, vous ne savez pas ce qui se passe à Montélimar. Donc tout ça fait qu'il fallait qu'il y ait des événements nationaux, et le sport, comme très souvent dans les États totalitaires, et on l'a vu et on le voit encore aujourd'hui, très souvent le sport est le sport, voire la culture, c'est-à-dire le cinéma, les musicals, les chanteurs. La radio, très vite, c'est le moyen le plus rapide pour redonner aux gens l'idée que la vie, elle a repris. Si vous allumez la radio le matin et que vous entendez des chanteurs, et qui plus est qu'ils sont connus, et des émissions, et que vous allez au cinéma, et que comment les films sortent, sont produits, que vous allez au match de foot, et que votre équipe de Saint-Étienne, elle joue contre Bordeaux, d'un seul coup, ça ressemble, bien doucement, hein, mais ça ressemble à une reprise de la vie. Et quel était le plus gros événement, on l'a dit tout à l'heure? Le Tour de France. Donc, ils lui ont demandé en 1941, il y avait 2 obstacles. Le premier de Godet, qui ne voulait pas céder à ça. Et deuxièmement, les conditions aussi d'organisation. C'est que en 1939, je vous le disais, il y a une caravane publicitaire, il y a du monde partout, il y a des annonceurs. On est sur des équipes nationales en 41, donc 2 étés plus tard, on va dire même au printemps 41, il n'y a plus rien. Il y a peu d'argent, il y a peu de moyens, il y a peu de logistique, peu d'infrastructures. Résultat, il dit non. Alors, c'est pas qu'il dit non, il ne cède pas aux démarches. En même temps, je ne pense pas que c'était non plus l'obsession de Vichy et de l'occupant allemand de vouloir à tout prix qu'il y ait la course, mais ils auraient bien aimé, ça aurait donné un côté populaire à la reprise. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette décision de Jacques Godet? Est-ce que c'est un acte de résistance, ou est-ce que il semblait que ça pouvait plus ternir la réputation de la compétition? Il n'y avait pas les moyens de le faire. Comment est-ce que vous qualifieriez cet acte? Alors, on a beaucoup écrit sur le fait que l'Auto soit sorti pendant la guerre. D'ailleurs, ils ont été interdits de publication en août 1944, comme tous les journaux collaborationnistes. Mais Jacques Godet n'est pas passé pour un collabo, un sympathisant, un turiféraire du gouvernement et de ses idées-là. Donc lui a résisté autant qu'il a pu, mais justement, on se demandait combien de temps, comment, parce que ce que les journaux écrivaient, je ne parle pas seulement des torchons anti-juifs, anti-bolcheviques, anti-résistants, anti-communistes, tout ce qu'on veut. Tous les journaux écrivaient, et c'était vraiment contrôlé. Donc, il était sur l'équipe, vous voyez, lapsus, l'Auto, puisque ça sera l'ancêtre de l'équipe, et sur un fil. Parler du football, c'est bien, parler de l'athlétisme, c'est bien, mais faut parler aussi un peu de la guerre aux portes de Stalingrad. Donc, il était sur un fil. Et je ne sais pas, personne ne sait, s'il aurait pu résister longtemps à une vraie volonté de montrer que tout reprend. Et puis, fin 41, il n'y a pas encore une résistance organisée en France. Il y a des mouvements de résistance, mais ça n'arrivera qu'en 42, puis évidemment début 43. Il n'y a pas encore ce sentiment que ça peut basculer. Ça
ça arrivera quand les Américains vont débarquer en novembre 42 en Afrique du Nord. Alors, une fois que Lotto et Jacques Godet refusent d'organiser le tour, il y a quand même une volonté par le pouvoir allemand dans la zone occupée et par la France de Vichy de relancer une grande course à étapes de vélo en France. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que le journal La France socialiste va récupérer le projet, entre guillemets, et comment ça va se lancer? Alors, il faut savoir que le responsable, comment on appelle ça, le commissaire au sport, le commissaire général au sport, c'était Borotra, le champion de tennis. Et lui, Borotra, il était évidemment, pro-collaboration et tout, mais c'était pas un va-t-en-guerre. Et il est remplacé par le colonel Pasco, qui lui estimait dans ce qu'on appelait la révolution nationale, c'est-à-dire redonner un élan à la jeunesse française, chasser le communisme, était contre le sport professionnel. Donc il voulait qu'il n'y ait plus de cyclisme professionnel, qu'il n'y ait plus de football professionnel. C'était les deux seuls sports officiellement où on gagnait de l'argent. Mais donc il était vraiment remonté contre les deux seuls sports majeurs de l'époque. Mais en même temps, il fallait montrer ce qu'on appelle l'élan, la révolution nationale. Il fallait montrer qu'il y avait une jeunesse, qu'il y avait des projets, de l'ambition, et que le sport, c'est les débuts des chantiers de la jeunesse, c'est fête du sport. Donc le Tour de France, c'est bien. Mais pour ça, je l'expliquais tout à l'heure, c'est les journaux qui portaient très souvent les compétitions cyclistes, qu'elles aient lieu au Veldiv, dans les différents vélodromes en France, ou qu'elles aient lieu sur la route. C'était les courses organisées par Ouest Éclair, Paris Soir. Tous ces journaux-là organisaient une course ou deux, sans aller jusqu'au maximum avec le Tour de France et l'auto, mais c'était la même chose en Italie, en Suisse, en Espagne, c'est les journaux. Donc, ils avaient besoin d'être portés par un journal qui raconte ça. Et en novembre 41, il y a un journal qui s'est créé. Là aussi, le gouvernement de Vichy avait besoin de relais dans l'opinion. Et il y a des journaux qui avaient cessé de paraître, et puis il y avait des journaux qui n'avaient pas une grande audience. Donc, il y a un quotidien qui se crée, qui s'appelle La France socialiste, et qui est créé dont le directeur est Georges Daudet, qui est un collaborationniste incroyable, voilà, proche du gouvernement de Vichy. Il a eu des fonctions dans les ministères, et ça va devenir un torchon pro-nazi, anti-résistance, tout ce qu'on veut, voilà. Mais on parlait de sport, encore une fois, le sport, on parlait de sport, on parlait de spectacle. Donc il avait pris comme rédacteur en chef des sports quelqu'un qui était avant à l'auto et qui était, on va dire, le numéro 2 de Godet sur le Tour de France, qui s'appelle Jean Leliot. Jean Leliot, c'était un ancien coureur au début des années 30, mais qui était quelqu'un qui organisait très bien les épreuves, qui racontait le Tour, qui suivait le Tour. Alors, il s'était fâché avec Godet. Godet en avait fait un peu son poulain, voilà. Il faisait partie des 2-3 jeunes, parce qu'il a... avant la guerre, il a 35 ans, 36 ans. Ça n'a jamais été un grand coureur, mais c'était quelqu'un qui aimait le vélo, qui le racontait, qui écrivait dessus. Mais bon, il s'était fâché avec Godet juste avant le Tour de, je crois, 38 ou 39. Il s'était fâché avec Godet sur des étapes. Le Tour, à cette époque-là, il y avait encore des problèmes parfois de chrono, parfois de pénalité. Enfin bon, il y avait un peu des magouilles et tout. Encore une fois, c'était le grand sport, donc il y en a aujourd'hui, non pas des magouilles, mais des doutes parfois sur le vélo. Il y en avait. Donc il s'était fâché un peu. Et Jean Leliot réapparaît pour devenir rédacteur en chef de La France socialiste. Et évidemment, Leliot, il a participé plusieurs fois à l'organisation du Tour. Donc, il devient le maillon fort de la possibilité que le Tour, parce qu'ils ont relancé Godet, ils voient bien que Godet, c'est pas faisable, et il faut quelqu'un pour intéresser les coureurs, intéresser les équipementiers et tout. Il faut qu'à la tête d'un projet Tour de France, même s'il ne portera pas ce nom-là, il faut qu'il y ait quelqu'un du métier, parce que s'ils prennent quelqu'un au hasard, personne ne fera confiance. Et donc, ils ont discuté. Le journal, il a été créé en octobre ou novembre 41. Et au printemps, ils ont compris que c'était mort avec Godet, qui repasserait encore un été à attendre. Et donc, ils ont vu avec Jean Leliot pour monter ça. Mais ça part sur un coin de table. Voilà, on va le faire. Et donc, évidemment,
le Lio et son journal portent une voix. Une fois que c'est dit, vous pouvez l'écrire, on va le faire, c'est une demande, vous êtes dans la propagande. Enfin, vous nous le demandiez, on va le faire. Quel espoir pour le cyclisme français, ça. Ils l'ont fait, sauf qu'ils lancent ça au mois d'avril, je crois. Et qu'au mois d'avril, c'est même pas une demi-feuille blanche qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi, comment. Donc, pour ça, le Lio, lui, il est obligé d'avoir la certitude que l'occupant allemand, le gouvernement de Vichy vont les aider en logistique, on appelle ça, pour aider financièrement, trouver du carburant, ça. Et lui, le Lio, qui est connu et qui connaît bien le milieu cycliste, a une idée, qui existe toujours aujourd'hui, de dire, puisqu'on ne peut plus faire d'équipe nationale, sinon ça aurait été français et belge, hein, voilà. Il décide de faire des équipes, des teams, des équipes de marque. Et donc, il est allé convaincre, le premier qu'il est allé convaincre, c'est Mercier. Parce que Mercier, c'est les cadres, enfin c'est les vélos Mercier à Saint-Étienne, la capitale mondiale du cycle, et que Mercier, il vend des vélos partout. Il a des coureurs sous contrat qui courent. Donc, il convainc Mercier, qui continue de paraître, et à Mercier, comme aux autres, fait comprendre que voilà, c'est une demande qui vient de Vichy, c'est une demande qui vient des Allemands, et qu'aujourd'hui, il vaut mieux être du bon côté du manche. Sans dire qu'il faut collaborer, mais voilà. Et donc, Mercier a dit oui, puis après Alcyon, Eliette, Génial Lucifer, 6 équipes. L'idée, elle est simple, 6 équipes, 12 coureurs, 72, on part, et voilà. Mais après, une fois que vous avez fait ça, ils ont écrit, c'était, on va partir, on partira de Paris, on ira en Bretagne, on descendra dans les Pyrénées, parce qu'à ce moment-là, le Tour passe déjà dans les Pyrénées depuis 1910, donc de la montagne, ce qui ressemble à un vrai Tour. Il ira à Marseille, parce que c'était toujours le grand passage à Marseille de remonter. Il ira, non pas dans l'Est, puisque c'est devenu zone interdite, mais il ira jusqu'à Dijon et reviendra à Paris. Ça, c'est écrit sur le papier. C'est même, dans les journaux, ils font même des cartes. C'est des élans patriotiques, mais évidemment, ça n'a aucune possibilité d'avoir lieu, parce que en même temps qu'on l'écrit, il faut se dire, et comment on réunit un peloton? Et donc, petit à petit, le Lio, toujours grâce à son journal. Et puis, ils avaient le même journal, ils travaillaient avec un journal qui s'appelait L'Effort Socialiste, qui appartenait au même patron, mais qui était en zone libre à Lyon. Voilà, donc, et puis les journaux, on va dire, si collabos, mais je veux dire, les journaux confraternellement proches de Vichy et des Allemands, ont relayé. L'auto était un peu plus sur la retenue. Il y en avait 2-3 qui étaient sur la retenue en disant, mais c'est n'importe quoi. Et donc, voilà, ils sont lancés là-dedans avec plus ça allait, on est au mois de mai, plus ça allait, plus c'était oui, mais il n'y aura pas de caravane publicitaire. Parce que, c'est de la gabégie, c'est n'importe quoi, mais il n'y aura pas tant de voitures à côté. Mais non, mais voilà, en fait, c'est une peau de chagrin. Ça se résume quand on arrive au mois de juillet. Donc il y a beaucoup de promesses au début. Il y a finalement la réalité de la guerre qui rattrape aussi les organisateurs parce que c'est compliqué de se fournir ne serait-ce qu'en essence, en matériel. Le fait qu'aussi il n'y ait pas forcément d'équipe nationale parce que sinon ce serait que la Belgique et la France. Donc il faut convaincre des sponsors de participer à tout ça, mais il faut aussi convaincre des coureurs de participer à cette course parce que certains n'ont pas envie de courir. En plus de ça, la date qui va être annoncée, on est en fin de saison en plus de ça. Donc comment est-ce qu'on va réussir à aller motiver des coureurs à l'image d'Émile par exemple? Justement, lorsqu'au mois d'avril, vous dites on va faire une course, alors ça ne pouvait pas s'appeler le Tour de France parce que le nom était déposé, mais lorsque au mois d'avril, vous dites on va faire une course, c'est comme si aujourd'hui on dit tiens, on va faire un grand tour, on va faire un grand tour de Bretagne mi-juillet. Il y a un calendrier, c'était impossible. Donc ça a été reporté, puis il y avait des compétitions. Et les coureurs de l'époque, Émile Idé, qui était l'un des grands espoirs, et d'autres, ils avaient la moitié de l'année, ils couraient, c'est-à-dire on va dire à partir du mois d'avril, mars-avril, jusqu'à août, début septembre, ils couraient sur route, mais dedans, ils faisaient aussi de la piste en extérieur, il y avait les championnats de France de piste, et puis à partir du mois d'octobre, ils faisaient le Veldiv, ils faisaient la piste, et c'était leur gagne-pain. Ils avaient des agents, ils allaient courir, ils allaient faire les kermesses en Belgique. Donc, tous ces gens-là, quand on leur parle de ça, ça leur passe au-dessus. Mais quand les patrons d'écuries, d'équipes leur disent il faudrait être là,
il y aura des grosses primes, ils veulent bien, mais quand on leur dit, il y avait le Tour d'Espagne, il y avait le Tour de Suisse, mais on place où? Et ça recule. Et puis, ça devait être 3 semaines, puis 15 jours, puis 10 jours, puis finalement, ça sera 6 jours, plus une étape, plus une journée de repos. Bah, les gars disent, mais on fait ça quand? Il y avait le championnat de France. Ça a eu lieu du 28 septembre 42 au 5 octobre 42. Autant dire que c'est à la fin de la saison. La saison de piste, elle a commencé le 12 octobre. Donc, les gars, voilà, il y a ceux qui voulaient bien courir parce qu'il y avait une prime. Il y a ceux qui avaient couru tout l'été, qui sont allés courir en Espagne, en Suisse et tout, qui n'étaient pas trop regardants. Et puis, il y avait ceux comme Émile Idé. Lui, c'était un puncher. On l'appelait le roi de Chevreuse. Et ça a toujours été, quand je l'ai rencontré, il m'a raconté, lui, il s'ennuyait dans les courses à étapes. Je pense qu'il s'ennuyait parce qu'il n'avait pas le... Et il y a des coureurs, comme aujourd'hui, il y a des coureurs, c'est des coureurs de classique, comme on dit, voilà, des coureurs d'un jour, des punchers, des baroudeurs, on appelle ça comme on veut. Puis il y a des gens qui font pas le tour, enfin qui n'aiment pas faire le tour et qui ont été des très 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 grands champions. Je pense à Tom Boonen, comme ça, qui a fait 3 fois le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, qui était jamais... quand il fallait s'aligner sur le Tour de France, c'était bon, bah, c'est parce que le sponsor me demandait d'être, en gros... voilà. Voilà, il y a des coureurs qui ont des palmarès incroyables dans les classiques, et dont on sait très bien que le Tour de France, pour eux, c'est pour montrer le maillot, et voilà. Et donc, bah, Émile Idé est un vrai, on l'appelait le roi de Chevreuse, parce qu'il avait le tempérament, le vélo, l'énergie pour faire ses courses de 200, 250 km. Il aimait ça, voilà. Et donc, lui, Émile Idé, il n'est pas trop chaud. Il est chez Alcyon, Alcyon ou Iliad, je ne sais plus. Mais, et en gros, il dit, moi, non... Moi, je vais terminer la saison avec le championnat de France mi-septembre 42. Je me repose et je recommence mi-octobre la piste, parce que la piste, ça payait bien. Et il était très doué, il avait un bon équipier, il courait et tout. Donc, il ne veut pas. Sauf que Émile Idé, il est tout jeune, je vous l'ai dit. Et quand il est arrivé sur Paris, il fallait bien faire chauffer la marmite. Alors, il travaillait un petit peu avec son frère dans un atelier, il m'a raconté à Joinville, un atelier de vélo, mais bon... Et puis, à 20 ans, 21 ans à Paris, vous n'êtes pas le roi du pavé. Donc, dès qu'il pouvait faire une course où il gagnait un filet, moi, il m'a raconté, une fois, il a gagné Paris-Reims, il est revenu avec une petite enveloppe et 2 poules. Et il me dit, la petite enveloppe, ça m'a permis d'acheter un terrain à côté de la maison, à Nouvion-le-Comte, et les 2 poules, ça nous a fait la semaine avec la famille. Donc, voilà, lui, il vivait dans ce milieu-là. Sauf que on arrive le 15 septembre 42 et Émile Idé, qui est le grand espoir, il gagne le championnat de France à Lyon. C'est la première fois que le championnat de France réunissait à nouveau la zone sud et la zone nord. Et Émile Idé, il gagne 270 km, voilà, un truc incroyable. Il gagne le championnat de France et il dit après, moi je cours pas. Mais imaginez de ne pas avoir le maillot tricolore. C'est le bonus pour dire, voyez, les meilleurs sont là. Regardez le champion de France, Émile Idé, qui était très populaire sur la piste et tout. Regardez, il est là. Et lui, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller, mais ça ne l'intéresse pas. C'est la fin des courses à étapes. Sauf que Émile Idé, il est convoqué par Jean Leliot, qui le voit. Jean Leliot était au championnat de France, qui dit, Émile, on a besoin de toi, tu comprends? Non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Et en fait... Jean Leliot va lui dire, bah, écoute, Émile, je serai toi, je viendrai au circuit de France, parce que, toi, on t'a sorti du pétrin une fois, mais tu peux replonger. L'histoire, bah, c'est que quand il était des jeunes coureurs, en avril 41, pour faire des courses et pour prendre un peu d'argent, il a fait partie d'une douzaine de coureurs de la région parisienne qui sont allés courir en zone libre, faire ce qu'on appelait la flèche du Rhône, Avignon-Lyon. Ouais, il y avait un engagement, il y avait un peu d'argent, puis il se frottait aux gars du Sud, donc c'était intéressant sportivement, puis voilà, il roulait, il voulait. Sauf qu'il s'était décidé à y aller le dernier, et ils n'avaient pas les papiers pour franchir, donc ils ont passé la ligne de démarcation grâce à des passeurs au niveau de Mont-Solémine. Alors quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, pourquoi Mont-Solémine? Il me dit, parce qu'on avait l'habitude, il y avait un très gros vélodrome à Mont-Solémine où ils y allaient. Il y avait des courses, il y avait 8000, 9000 personnes. Donc, ils connaissaient bien les gars. Et les gars leur ont dit, mais nous, la ligne de démarcation, elle est 2 km derrière le vélodrome. Vous descendrez en train à Monceau et nous, on vous fait passer. Donc, ils sont passés, ils sont arrivés
ils sont passés en zone libre. On est en 41, c'est pas non plus encore, ça deviendra très grave de passer, enfin très grave, très difficile de passer en 42, en 43, mais en 41, ça va encore. Et ils sont allés courir, sauf qu'ils ont été dénoncés. On pense que c'est quelqu'un qui était au courant à Paris, soit dans le milieu du vélo, soit un journaliste de sport. Et ils ont été interdits de départ à Avignon. Pas le droit de courir. Pas grave, ils remontent, sauf que comme ils sont passés sans papier à l'aller, ils sont sans papier au retour. Donc, ils se retrouvent à Lyon, et impossible de monter dans un train sans papier et de passer officiellement. Donc, ils ont attendu longtemps à Lyon, enfin, quand je dis longtemps, plusieurs jours, que la situation... Donc, évidemment, ça monte au niveau de la fédération, enfin, qui n'était pas encore une fédération, qui était l'Union vélocipédique française. Ça monte, ça devient une affaire, pas d'État, mais presque. Finalement, on les rapatrie, si on peut dire, on les laisse monter, sauf qu'ils sont arrêtés à la gare de Lyon lorsqu'ils arrivent et conduits directement à Fresnes. Comme quelqu'un qui n'a pas le droit de... Voilà. Ils sont connus, mais c'est pas les stars du vélo comme on en a aujourd'hui. Résultat, ils sont conduits par la police française et Fresnes, la prison de Fresnes pendant la guerre, mais déjà en 41, c'est une terrible prison. C'est là où on arrête les premiers résistants, c'est là où on a enfermé les juifs, les apatrides, les tziganes. C'est une prison où on fusille des gens, les gens partent dans les convois. Et il m'a dit, là, ils ont passé une semaine. En même temps, à l'extérieur, on essayait de comprendre ce qui se passait pour eux. Il me dit, on a passé une semaine là, et il me dit, à chaque fois, tous les jours, on se dit, ils vont nous fusiller, on va partir. Bon, ils ne savaient pas qu'il y avait les trains pour les camps, mais ils se demandaient dans quoi ils étaient. Puis finalement, ils ont été sortis, ils ont repassé encore 10 jours à la prison de la Santé, qui était aussi grave, mais qui n'avait pas la même réputation. Et puis finalement, ils ont été libérés, mais c'est pas passé loin. Et c'est à cet incident que Jean Lelio fait référence en disant, tu sais, un coup de fil, t'es jeune, t'as 22 ans, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la relève. C'est pas encore le STO, mais la relève, c'était 2 jeunes partent c'est ce qu'avait négocié le maréchal, enfin pas le maréchal Pétain, mais le gouvernement de Vichy, c'est-à-dire 2 jeunes hommes français partent travailler en Allemagne et on fait revenir un prisonnier. Et donc, la relève, elle a débuté en l'été 42. Et il dit, tiens, un coup de téléphone à la police, ça, et t'es plus rien, t'es plus coureur, tu pars là-bas, t'as l'âge. Il a cédé. Il a cédé. Et il n'est pas le seul à avoir cédé. Alors, lui était vraiment dans la panade. Mais il y en a d'autres qui se disaient, non, nous, on a les courses derrière, on est cuit, c'est pas n'importe quoi, on n'a pas les moyens, on sait même pas. Le circuit, le parcours, il a été connu, il a été validé début septembre, même pas, voilà, parce qu'on ne savait pas. Donc, il voyait bien que c'était une galère, et il y aura des grosses primes, il y aura ceci, cela. Mais comme le Lio, les Allemands et les collabos, les journaux, Vichy avaient fait pression sur les équipementiers devaient présenter des coureurs. Donc, Émile Didier se retrouve dans son équipe, comme d'autres. Il y en a qui étaient tout à fait contents, notamment beaucoup de Belges, parce que les Belges, eux, ils ont été tout de suite touchés par l'invasion allemande. Et j'allais dire le fait qu'il y ait une drôle de guerre, mais eux ont tout de suite été marqués. Donc, ils venaient beaucoup courir en France, où il y avait plus d'argent, entre guillemets, plus de courses. Et donc, il y avait déjà une grosse rivalité franco-belge. Donc, eux, ils étaient partants pour venir. La suite prouve qu'ils se sont plantés durement. Et oui, parce que, comme tu le disais, cette course va enfin se lancer au départ de Paris, donc fin septembre 1942. Une première étape entre Paris et Le Mans. Et c'est déjà une première étape où va déjà y avoir des premiers soucis et où, le soir venu, il y a déjà des coureurs qui vont disparaître et qui ne seront pas à l'appel le soir même. Exactement. C'est-à-dire que pour organiser la logistique, il fallait des véhicules. Donc déjà, il n'y avait pas les équipes, une voiture d'assistance. Il y avait 2 camionnettes, enfin deux camionnettes camions qui transportaient les valises des coureurs, on va dire toute l'armada des coureurs, une autre avec des vélos de remplacement, une troisième avec encore du matériel, et c'est tout. Et après, il y avait les voitures des directeurs sportifs,
Mais généralement, sur une course, même à l'époque, il y avait plusieurs voitures, des mécanos. Là, on leur avait dit, c'est parce que ce sont les équipementiers qui payaient ça. On leur avait dit non, il faut diminuer. Il y avait des motards, mais c'était à minima. Et donc, le parcours, il a été connu 15 jours, 3 semaines, on va dire, avant le début. Et le gros point noir, c'était quand ça se termine. Parce que le parcours en lui-même, les épreuves, ils ont repris des courses qui existaient. Il y avait un Paris-Nantes qui était célèbre, donc ils ont fait Paris-Le Mans, c'était la route. Ouais. Les coureurs connaissaient à peu près toutes les courses qu'ils ont fait, ils connaissaient ces parcours-là, ils ne s'étaient pas embêtés, ils reprenaient les grandes classiques. Mais sur la route, lorsque vous arrivez au Mans, il y avait quelqu'un qui était parti en éclaireur fin août, début septembre, pour essayer de trouver, non pas des hôtels, parce qu'en pleine guerre, la moitié des hôtels ont fermé, plus personne voyage, donc il n'y a pas de raison. Donc ils ont trouvé des séminaires, des écoles. La rentrée scolaire, elle est le 6 octobre, donc il n'y a pas encore la rentrée scolaire. Donc il y a des séminaires au Mans, il y a un peu partout, ils vont trouver des endroits où on peut loger, mais la porte est ouverte, mais après, il faut manger. Donc, ils avaient prévu des tickets de rationnement pour les coureurs. Voilà. Il y avait des masseurs et tout ça, mais il fallait se débrouiller. C'est vraiment, tous les coureurs, finalement, l'ont découvert au départ. Le jour, la veille du départ, quand ils sont arrivés, qu'ils sont aperçus que finalement, un exemple, Émile Didier me dit, on a reçu notre tenue de course. Et je lui dis, mais c'était comment? Il me dit, la tenue de course, c'était en fibrane de bambou. Parce qu'il n'y a plus la laine et le coton, les restrictions, il n'y a plus ça. Donc, il n'y a plus les fameux tricots qu'avaient les coureurs, même dans les années 60 encore. Donc là, c'est très, très fin. Mais ça ne protège pas du froid. Donc, les gars se sont retrouvés avec des conditions incroyables. Les boyaux. Les boyaux, il n'y avait plus de marques qui faisaient des boyaux comme avant. Donc, chacun se débrouillait. Donc, on leur a dit de prendre leurs boyaux d'entraînement. Et puis, s'ils perçaient, de les recoudre. Le matériel, il y avait des vélos. C'était un vélo. Aujourd'hui, quand on voit la voiture Shimano sur le tour, quand elle dépanne un coureur, il y a la taille, telle taille, telle taille, telle taille. Chacun a ses cotes. Aujourd'hui, il y avait un vélo. Voilà, il fallait prendre le vélo qui était là. Si vous étiez grand et qu'il était tout petit, c'était tant pis. Et l'inverse. Donc, c'était vraiment... Quand ils sont tombés là-dessus, ils se sont dit, oula, dans quoi on se met? Il y a une étape aussi qui est très représentative justement de cette course et qui était l'enjeu principal tout de suite affiché par la France socialiste, c'est cette troisième étape, qui est la troisième étape où il y a ce moment où ils traversent la ligne de démarcation. Comment est-ce que se passe cette étape et la rencontre finalement avec les Allemands qui gardaient cette ligne de démarcation? Alors, pour partir sur le tour, ils étaient moins de 200. Il y avait une quarantaine de journalistes qui étaient dans un car. Généralement, les journalistes, ils avaient leur voiture dans la course. Mais là, il n'y avait pas moyen. Donc, ils étaient dans un autocar derrière, en queue de peloton. Il y avait les voitures et tout le monde devait, comme ils voulaient passer la ligne de démarcation, pour montrer que le circuit de France, c'est la France retrouvée, c'est on va où on veut, c'est une forme de liberté et ça. Il fallait passer en zone libre. Et passer en zone libre, tous avaient une sorte de passe spéciale. Les Allemands appelaient ça un Ausweis, on va dire une carte qui était faite avec leur nom. Ils sont partis. Donc le premier jour, ils sont au Mans. Le deuxième jour, ils arrivent à Poitiers. À la limite, le premier jour, il a plu, un temps incroyable. Le lendemain, il y a 19 Belges qui ont dit, nous, on arrête parce que il n'y a rien à manger, il fait froid, l'eau, il n'y a pas de douche, et on fait 250 km, ce qui était à peu près ce que faisaient les étapes. Voilà, ils ne voyaient pas le bout du tunnel déjà, au bout d'une étape, ils sont repartis, ils ont repris le train au Mans pour rentrer à Paris, mais ceux qui ont fait Le Mans-Paris, ça a commencé à s'organiser un peu, voilà, à l'arrivée à Poitiers, de la deuxième étape, ça s'était bien passé, la météo était un peu moins mauvaise, donc la ville avait organisé une réception, il y avait du monde à l'arrivée en haut du boulevard, donc voilà, il y avait un petit retour, je veux dire, à un moral meilleur. Voilà. Mais la grosse étape, c'était le lendemain, c'était Poitiers-Clermont-Ferrand, avec une demi-étape qui faisait Poitiers-Limoges, restauration à Limoges, voilà, pas au foyer du soldat, mais on va dire à l'armée du salut local, puisque c'était le secours français qui avait créé Pétain, voilà. Et
vraiment, ils mangeaient une soupe et tout. Et ils repartaient pour faire Limoges, Clermont-Ferrand. Et pour être sûr de passer, que ça se passe bien, ils sont partis à 5h30. Ils sont réveillés à 5h30. Ils sont partis à 7h du matin de Poitiers, dans la nuit. Donc, parce qu'on est fin septembre, début octobre. Donc, dans les lumières des phares et tout, pour rejoindre la ligne de démarcation. Il y a 25 km jusqu'à Chauvigny, avant Chauvigny, parce que c'est la Vienne. Et donc, c'était... Mais il se trouve qu'à ce moment-là, c'est un gros poste de contrôle, parce que quelques jours avant, la Gestapo, il y avait une très grosse commandanture, une très grosse Gestapo à Poitiers, parce qu'il y avait des camps d'internement pour les apatrides qui étaient dans la région, et c'était un endroit où passait la Vienne, où il y avait beaucoup de passeurs, de réseaux de passeurs. Et ils avaient démantelé un des premiers réseaux de résistance, le réseau Renard, du nom d'un notaire local. Ils avaient démantelé, donc vraiment, les Allemands sont sur les dents à cet endroit-là. Et ils voient arriver à 7h30 du matin, dans le tout petit matin, dans la bruine, ils voient arriver des gars en peloton, des voitures et tout. Aujourd'hui, évidemment, vous pouvez aller n'importe où. Il y a eu 3 mails, 17 coups de téléphone. Là, ils sont tombés sur des gars qui mettaient... Même s'il y avait des Allemands qui les accompagnaient, il y avait des représentants allemands qui accompagnaient la course, mais... Et en fait, ils pensaient passer en une demi-heure, ils sont passés en 3 heures. Donc, il a fallu tout fouiller, contrôler, vérifier. Et pourquoi? En plus, des Belges, des Français. Il y avait un Italien, un Espagnol. Mais enfin, puis des gens avec des camions vides. Qu'est-ce qu'il y a dans la malte? 3 heures. Et tout vérifier. Les gars veulent arriver, 130 personnes. On se demande qui était là, dans un endroit où il y avait des chiens, des mitrailleuses, au cas où. Et... Quand ils ont finalement passé le poste, de l'autre côté, à 3 km, de l'autre côté de la rivière, à Chauvigny, il y avait la ville. Donc, ils sont en France libre. La ville les attendait aussi pour faire la fête, parce que ça faisait... les gens que j'ai vus quand j'y suis allé me disent qu'il y avait 1500 personnes le matin, parce que c'était la grande fête. Pour eux, le vélo passait chez eux. Donc, il a fallu s'extirper aussi de ça. Et ils sont arrivés à Limoges, où Émile Hidé a pris le maillot, parce qu'il y avait un maillot. Alors, il n'y avait pas un maillot jaune. Le maillot jaune existait dans le Tour depuis après la guerre, de 1919, je crois. Mais c'était un maillot zébré, noir et blanc. En fait, il l'avait perdu dès le premier jour, le maillot, tous, parce que c'était un maillot, je vous l'ai dit, en fibrane, et personne ne voulait rouler avec un maillot en fibrane. Comme il pleuvait, qu'il faisait froid et tout. Donc lui, il n'a jamais porté le maillot à la demi-étape, mais il est devenu leader à la mi-journée. Et ils sont arrivés, mais ils étaient déjà un peu cuits. Ils ont déjeuné à Limoges, ils sont partis en retard, et ils sont partis pour Clermont-Ferrand. Et presque tous. Il y en a un qui s'appelait Marcel Tiger, ou Tiger. Et Marcel Tiger, qui était un bon coureur de l'époque, il avait cassé son dérailleur. Ça arrive, le câble et tout. Sauf que, je vous l'ai dit, pas de matériel. La camionnette avec le matériel, elle était déjà partie. Et Marcel Tiger, il est obligé d'abandonner. Il a rien. Il n'y a pas d'équipe à côté. Il n'y a pas de voiture mécano pour sa équipe. Et en fait, le Lio, qui est là, le voit et dit à un motard qui est encore là, et il dit à Tiger, tu montes sur le siège arrière de la moto, je te ramène. Donc, il a fait une demi-heure de moto. Il a rattrapé le peloton. Là, il a pu prendre un des vélos de remplacement. Ils sont repartis. Ce qui est un truc incroyable. Bon, le lendemain, il a été disqualifié, mais voilà. Mais ils avaient pris tellement de retard qu'ils se sont retrouvés avant d'arriver à Clermont-Ferrand, où ils devaient arriver dans le vélodrome, on les attendait et tout. Ils devaient arriver à 17h30. À 21h, ils étaient encore dans l'ascension d'un col. Il commençait à faire nuit. Donc, ils ont décidé d'arrêter la course. C'est-à-dire, ils se sont mis en travers de la course et ils ont arrêté. Ils les ont fait monter dans des camions, les autocars, dans les voitures et tout ça. Et tout le monde est redescendu en convoi jusqu'à Clermont-Ferrand. Mais les gens qui attendaient à 17h30, ils étaient toujours dans le vélodrome en bas. Et quand je lui dis, mais putain, puis j'ai vérifié à Clermont-Ferrand, je dis, mais pourquoi? Non, les gens leur avaient dit, la course arrive, ils attendaient. Donc, quand ils sont arrivés, ils avaient noté qu'il y avait un premier sur un crayon. C'est arrivé quand il y a eu la coulée de boue à Val d'Isère, ils avaient fait à Iseran, c'est des chronométreurs volontaires qui ont pris le premier sur un carnet, ils ont écrit. Ben, c'est la même chose, ils avaient fait ça. Mais en bas, les coureurs sont descendus, sont montés sur le vélo. Ils ont fait un tour de Cendré
parce que le public les attendait, il était 22h, 22h30. Bon, même si on est début octobre. Voilà. Ces trucs-là, voilà, il n'y a que ça. Et du coup, les coureurs étaient tellement mécontents, parce qu'ils sont allés se coucher, il était minuit, et encore, ils ont couché dans des trains-couchettes qui étaient en gare de Clermont-Ferrand, d'autres à la cité universitaire. Dans la nuit, il était décidé d'enlever les 70 premiers kilomètres de l'étape du lendemain entre Clermont et Saint-Étienne, parce que les coureurs disaient « Nous, on repart pas, c'est n'importe quoi, on n'a pas mangé. » Parce qu'ils ont allé dormir sans manger, évidemment, à 22h. Arrivés, ils n'ont pas eu le temps de faire les soins et tout. Voilà pourquoi c'est une course... incroyable. Il y a tellement d'anecdotes comme ça a l'air d'être c'est croustillant, vraiment, c'est incroyable de t'entendre raconter tout ça. Mais quand je l'ai écrit, alors j'avais croisé Émile Idé qui m'a raconté des choses, et puis je suis allé vérifier, j'ai fait le boulot de journaliste, et quand c'est sorti le roman, j'ai rencontré des gens, et je me rappelle, c'était un moulin. À l'arrivée du Tour, après il y avait une rencontre avec des lecteurs, ça, et quelqu'un me dit « Oh là, quelle imagination, c'est super !» Je dis « Quelle imagination ?» Il me dit « Oh là, mais franchement, super, le roman, alors vous imaginez... » Je dis « Mais monsieur, tout ce qui est écrit est vrai ?» Il me dit « Bah bon !» Je dis « Mais oui, tout !» C'est-à-dire que ce que je vous ai raconté, Marcel Tiget, qui monte sur l'arrière de la moto, c'est vrai, les Belges qui sont... même avant même d'arriver au Mans, déjà ils avaient mis pied à terre à Nogent-le-Rotrou, c'est 40 km avant, ils voulaient monter dans le quart de la presse parce qu'ils en avaient assez. Tout ça c'est vrai, pas d'eau, pas de quoi manger, tout ça c'est vrai. Je lui dis mais c'est ça qui en rend un truc incroyable, c'est que les gens qui vivent ça, vivent un truc qu'ils ne peuvent pas imaginer. C'est pour ça que quand j'ai appelé les forcés de la route, c'est qu'ils étaient 72 inscrits, 69 au départ et 27 à l'arrivée. C'est pas tant le fait qu'il y ait eu des abandons, ça peut arriver, mais c'est qu'il y en a qui arrêtaient. Ils disaient, mais dans quoi je suis voilà, ils arrêtaient de... C'est pas sérieux. On est des coureurs, ils étaient des coureurs professionnels, même si c'est pas beaucoup d'argent. Et en fait, c'était marche ou crève. Plus ça galérait, plus on continue, plus les articles de la presse collaborationniste étaient « c'est génial, c'est incroyable, on surmonte toutes les difficultés, c'est ça la France qui se relève, la jeunesse triomphante, on nous a promis le pire, on s'en sort quand même ». Et en même temps, Lotto et d'autres disaient « mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» Voilà. C'est un peu la question que j'allais te poser, parce qu'on parle de feuilleton. Comment est-ce que la France socialiste raconte cette course malgré tous les déboires La France socialiste raconte, certes, l'histoire où ils mettent la course, ils stoppent la course dans la nuit. Alors, c'est déjà arrivé dans le Tour de France avant qu'il y ait des retards et qu'on stoppe les courses. C'est déjà arrivé. C'était pas la première fois. Faut se replacer. Le Tour de France avant la guerre et donc le circuit de France pendant la guerre, il n'y avait pas non plus la logistique qui garantissait qu'on soit à l'heure. N'oublions jamais qu'il y avait les premiers Tours de France, ils partaient à 2h du matin, ils arrivaient à 4h de l'après-midi le lendemain. Donc voilà, on est aussi dans le domaine d'une épopée, pas toujours à l'eau claire, mais d'une épopée incroyable. Donc, quand ça se passe comme ça, je veux dire, la France socialiste, de ses inconvénients, elle tire une morale en disant, voyez, on résiste, on se relève, oui, c'est pas facile, oui, on n'a jamais promis aux coureurs qu'ils dormiraient dans des grands hôtels et tout, mais bravo à eux qui ont relevé le défi sous la pluie, dans le vent, dans les crevaisons. C'est-à-dire qu'ils ont pas réécrit l'histoire, mais ils ont tourné toutes les difficultés qu'ils ne masquaient pas, parce qu'évidemment, tout le monde disait, mais c'est incroyable, vous êtes levé à 5h du matin, pourquoi 3 heures pour passer la ligne de démarcation. Oui, mais c'est normal, ils font leur travail. Donc ils ont magnifié tout ça. Eux et là, on va dire une grande majorité de titres. Et Lotto disait, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Lotto et d'autres, et des journaux de la zone libre disaient, mais c'est n'importe quoi, mais c'est mal organisé. Et l'histoire de Marcel Tiger remontant sur la moto pour rejoindre le groupe, c'est gaguesque. Mais il a été expulsé par les commissaires, parce que là, ils ont dit à Le Lion, mais comment tu as pu autoriser qu'on fasse ça? Oui, mais il voulait revenir, il n'avait pas de chance. Voilà. Donc c'est deux versions de voir ça, puisque c'était vraiment de la propagande, c'est de dire, eh ben, on ne cédera pas,
malgré le scepticisme, bravo cette France, bravo au public qui était là au bord, bravo aux gens de Clermont-Ferrand qui à 10h le soir les ont encore applaudis. Voilà, c'est le verre à moitié vide ou même très vide et le verre bien rempli de l'autre côté. Voilà, mais après vous dites non, on cédera pas, on est plus fort que tout. Ils ont rencontré Pierre Laval, le président du gouvernement. Ils ont été le voir, évidemment, dans la France socialiste, ils le mettent en photo avec 3 mots. Bravo, quel exemple, je suis fier de vous, ça continuera, c'est un succès incroyable. Là, donc on est vraiment dans la propagande, on est dans le vélo est un sport d'épopée déjà avant la guerre, mais là, voilà, on est sûr que c'est pour raconter. Voilà, on est même pas dans un discours politique, on est genre, c'est eux la France, c'est cette jeunesse, voilà, ils nous donnent l'espoir, alors que pendant ce temps-là, nos compatriotes souffrent, eux, ils leur donnent, regardez, c'est comme ça qu'il faut se battre, c'est comme ça que le gouvernement veut que la France sorte. Voilà, de l'épopée au mythe, quoi, presque. Ah oui, voilà. C'est assez dingue de voir ça. Et comment est-ce que le Lio arrive à tenir les quelques coureurs qui arrivent à rester? Est-ce que... Enfin, parce qu'ils en ont marre, comme tu le dis, ils sont 72 au départ, ils sont 29 à l'arrivée. Comment est-ce qu'il arrive à garder jusqu'à la fin de la dernière étape les gens motivés pour rester? Alors, de toute façon, la course, elle a duré même pas une semaine. Donc, une fois qu'ils étaient partis dedans, j'allais dire, dans la lessiveuse, il fallait durer. À part, par exemple, le premier jour, quand les Belges ont voulu arrêter à Nogent-le-Rotrou, le Lio était là, et il leur a promis, il a donné des rations supplémentaires, parce que les rations, à l'époque, Émile Idé m'a raconté ça, c'est des raisins de Corinthe, c'est une tarte aux pommes, c'est même pas une banane, parce qu'évidemment, il n'y a plus de... Mais c'est un mauvais chocolat, c'est du sucre, ou de la saccharose, voilà, c'est un petit peu plus, on améliore, c'est un mauvais pain d'épices, mais au moins il mange. Et donc la première fois, il leur a proposé ça, il a dit, allez, reprenez la course, vous aurez des tickets de rationnement en plus. Voilà, c'est genre, non les gars, n'abandonnez pas. Quand ils ont abandonné, il avait fait un édito le lendemain de l'abandon. Voilà, c'est belge, comme leur armée, ils ont craqué tout de suite. Ah oui, non mais on est... Ah oui, non mais bravo à ceux qui résistent, bravo à ça, et honte à ces Belges qui sont bien contents de venir en France pour faire des courses et qui, comme leur armée a cédé au premier coup, et qui se sont enfuis. Voilà. Quand je dis qu'on est dans la propagande, on est dans tous les symboles. C'est-à-dire que celui qui gagne, c'est un héros, et celui qui abandonne, c'est un lâche. Voilà. Donc il a réussi à maintenir. Et puis il avait les équipes qui voulait aller au bout. Émile Idé, il a voulu abandonner avant Clermont-Ferrand parce qu'il était cuit, puis ça, voilà, il en avait ras-le-bol, c'était pas son truc. Il lui remontait le moral, le lendemain, il est reparti, il ne reste plus que 2 jours. Voilà, donc sur 3 semaines, on abandonne. D'ailleurs, Émile Idé, quand il a fait le Tour de France en 47 et en 49, il n'a jamais été au bout parce que il a gagné une étape, c'est en 49. Mais c'est pas son truc. Voilà, donc là, il les tenait un peu, et puis le Lio tenait les équipementiers ou les directeurs de course qui tenaient les coureurs en disant allez, mais il y a des équipes qui ont terminé l'étape entre Saint-Étienne et Dijon, qui était un contre-la-montre par équipe le matin, Saint-Étienne-Lyon, une pause à Lyon et Lyon-Dijon. Il y avait une équipe, je crois c'est la Dilecta, ils n'avaient plus que 2 coureurs. Donc ils leur ont dit vous allez partir dans l'équipe, vous allez rouler avec les autres, parce qu'un contre-la-montre par équipe à 2, ça va pas. Voilà. Donc après il y avait toujours des astuces, et il a diminué en effet entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Quand les coureurs ont réussi à aller dormir, lui il a réuni les directeurs sportifs qui gueulaient, qui disaient mais c'est n'importe quoi, vous vous rendez compte, les gars ils ont roulé 320 km dans la journée, ils arrivent à 10h du soir, il n'y a pas à manger, ils dorment dans un train, enfin il a dit je supprime les 3 premiers les 3 premiers cols, et voilà, et ils ont fait partir la course plus loin. Donc, mais voilà, mais c'est des bouts de ficelle pour faire ça. Allez les gars, mais vous verrez, si on réussit cette année, ça sera mieux l'année prochaine. Voilà, demain est un autre jour. Voilà, on y croit, mais on est tout près du but, évidemment. Dès le 2e jour, ils sont plus près de Paris que Paris qu'ils ont quitté la veille. Et donc le circuit de France revient à Paris pour conclure. Ouais. Déjà, moi, ça m'a truc. Qui gagne ce circuit de France? François Neuville, okay. On va dire un rouleur belge
qui était un bon coureur, qui n'a fait que ça, voilà, qui faisait des kermesses en Belgique, qui venait rouler en France, mais qui était, à cette époque-là, chez les Belges, il y a Marcel Kint, qui est le champion du monde 1939, qui est un très très grand, mais lui, il avait arrêté dès Le Mans. Le lendemain, il était avec sa valise en carton, il est reparti. Parce que, voilà. Non, François Neuville, voilà, dans ce peloton, à l'époque, il y a Thiétard, il y a Louviot, qui sont les grands coureurs de l'époque, mais il y a Louis Capu, qui deviendra le patron de Poulidor, qui deviendra un grand directeur sportif, Gann Mercier, mais il a 20 ans, donc il y a des bons coureurs. Mais il y a toute cette jeunesse qui a on va dire entre 20 et 24 ans, à l'image d'Émile Idé. Il y a des plus âgés. La Pébi qui est là, Guy Lapébi, qui a gagné une étape. Mais tous ces coureurs-là, en fait, ils ont roulé les mains en haut du guidon parce qu'il y avait des attaques, mais sans plus. On sentait bien que voilà, personne n'y croyait au truc. Ils n'ont pas eu le pistolet dans le dos pour le courir, mais quand je dis ils ont été forcés d'aller au bout parce que ça aurait été une catastrophe. Entre guillemets, hein. Si au bout de 2 jours tout le monde s'était barré, ça aurait pu le faire. Hein, mais voilà, c'est-à-dire qu'au-delà des problèmes logistiques, même sportivement, c'était pas intéressant ce qui se passait en course, quoi. Non. Ouais. Ils couraient. Alors, évidemment, ils se connaissaient tous parce qu'ils couraient tout le temps. La veille du départ, ils partent le dimanche 28. Le 27, il y a le Grand Prix de l'Auto, que l'Auto avait donc organisé. Comme l'Auto était jaloux, parce que Godet l'écrivait pas, mais il en a voulu énormément à Lelio d'avoir organisé ça. Pour lui, c'était le Tour de France, même si ça s'appelle le Circuit de France, c'est chasse gardée, vous n'avez pas le droit. Il en voulait énormément. Donc, ils avaient organisé une course en vallée de Chevreuse. Voilà, ils ont 270 km la veille, où les mêmes coureurs étaient là. C'est-à-dire que ceux qui couraient le lendemain, c'est comme si là, le Tour part, la veille du grand départ. Le Tour s'est organisé par ASO, le groupe L'Équipe. Et je sais pas, on avait Le Monde qui organisait une grande course avec les mêmes coureurs en région parisienne, 250 km avec des primes. Voilà, c'était pour montrer non, mais et les coureurs, les Belges étaient arrivés la veille pour gagner des primes aussi là-dessus. Voilà, donc Godet en a énormément voulu à Lelio d'avoir été finalement la personne qui enclenche le truc. Pas quelle idée, mais qui dit je vais vous aider à le faire, je vais le faire, je vais être le patron de ça, parce que Lelio, il faisait comme Godet, hein. Il écrivait et en même temps il donnait le départ de la course, il faisait le compte-rendu et il était comme a été Godet pendant des années, qui écrivait dans L'Équipe et le Parisien et qui en même temps était le directeur de la course, le patron du Tour. Malgré le fait que la France socialiste parle d'un succès, ce circuit de France n'a pas été reconduit. Non, c'était impossible. C'était un fiasco. Même jusqu'à la dernière étape. La dernière étape, ils sont à Dijon. Donc, à Dijon, il y avait le patron de Simplex. Les dérailleurs, ils ont été acceptés à partir de 1937. Donc, le patron de Simplex, il fait une grande soirée pour dire, voilà, vous venez. Et donc, il y a un côté, demain, on est à Paris. Il y a un côté, voilà. Ils sont à nouveau dans un lycée, ils dorment dans les dortoirs, patati patata. Et on leur dit, demain, il y a quand même 360 km, on va partir tôt au cas où. Sauf que le lendemain, il y avait du brouillard. Donc déjà, les premiers 40 km, ils ont roulé dans les phares des voitures en peloton parce qu'on n'y voyait rien. Je veux dire, même jusqu'au dernier moment, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il y avait une voiture qui tombait en panne, un coureur qui cassait du matériel. Je ne sais plus qui. Donc, ils autorisaient... Aujourd'hui, il y a un départ fictif qui dure 2 km le temps. Ouais. Mais là, des départs fictifs, il y en a eu 3 ou 4 où quand il faisait mauvais, ils roulaient tous ensemble. Et c'était ce côté improvisation qui fait qu'ils sont arrivés à Paris. Et à Paris, le Parc des Princes, il était plein parce que à la belle saison, il y avait énormément de courses qui étaient organisées par l'Auto, mais d'autres journaux dont le final était toujours sur la piste du Parc des Princes. Donc il y avait du monde, mais en même temps... personne n'était dupe, c'était un bazar monumental. Les coureurs eux-mêmes ont été les premiers à dire mais non, on ne peut pas courir comme ça. Il y a des gens qui ont abandonné parce que le vélo était cassé, qu'il n'y avait pas d'autres vélos. Donc il y a des gens qui ont abandonné parce qu'ils avaient donné le premier boyau à un collègue, le deuxième boyau à un collègue, le troisième boyau est percé, ils étaient seuls dans la nature. Donc ça, les conditions d'hébergement, et puis la fatigue, fin de saison, c'est pas...
On voit bien quand le Covid a obligé à faire le Tour de France fin septembre, début octobre, au départ de Nice, c'est plus le même enthousiasme autour de la course. Voilà. Et même, vous pouvez écrire ce que faisaient les journaux, écrire que c'est extraordinaire, bravo, il y aura. Le Lio, le lendemain, fait un édito, il y aura une deuxième édition 43, devant le succès, nous avons relevé tous les défis. Il n'y en a jamais eu. Pourquoi? Un mois après, il se termine un mois après, donc le 11 novembre, les Alliés débarquent à Alger, débarquent en Afrique du Nord, et l'Allemagne envahit toute la France. Donc là, les courses à étapes, ça a été fini. Je veux dire, c'était pas un grand succès, ça n'a pas eu l'impact, on va dire, de propagande qu'ils souhaitaient. Et ça s'est arrêté. Il y a plus de courses à étapes jusqu'à la libération. Qu'est devenu Émile Idé après, dans la suite de la guerre et même dans la suite de sa carrière après ça? Alors, Émile Idé, et donc 42, il a 22 ans. Il a continué et comme c'était un bon pistard, il gagnait, comme il me racontait, il courait au Veldiv et il a passé la guerre aussi bien que possible avec une petite renommée. Plus la guerre avançait, plus c'était compliqué de faire du sport. Mais bon, voilà. Il avait un agent qui arrivait à le placer, à l'engager sur des courses en Belgique, ça. Mais bon, 44, tout ceci stop. Comme tout le monde, il a repris les courses en 45-46. Faut savoir que le Tour reprend en 47, mais en 46, il y a 2 tours. Il y en a un qui est organisé. Enfin, il y a 2 courses. Il y en a une qui est organisée par l'Humanité et une autre qui est organisée par l'Auto. Et c'est le tribunal qui a jugé que c'était organisé par l'équipe et c'est le tribunal qui a donné à l'équipe le droit de reprendre le titre Tour de France. Donc, ils l'ont lancé en 47. Il l'a fait. Il a fait 47-49. Il a gagné une étape, je crois, en 49. C'est Toulouse-Nîmes ou Nîmes-Toulouse. Je ne sais plus dans quel sens. Mais bon, là, il a en 47, c'est plus son truc. Alors, comme il était un coureur de classique, il gagnait souvent le Grand Prix des Nations. Il a couru contre Bobet, contre Coppi. C'était un coureur de... Mais il fait partie de cette génération. Pour d'autres sports, l'entraînement, plus rien. Moi, je lui dis, mais comment vous entraîniez? Il dit, on tournait sur les pavés, sur les maréchaux à Paris. Voilà. Il n'a ni l'alimentation, ni l'hygiène, ni le matériel de 40 à 45. C'est 5 ans. On imagine ce que c'est pour un sportif comme le vélo. Le foot, à la limite, vous pouvez vous entraîner. Il y a un terrain, ça suffit. En fait, ça l'a autant privé d'une vraie vie de sportif de haut niveau et ça, qu'en même temps, je pense que quelque part, ça a entamé, non pas la détermination, mais l'envie. Et il a arrêté en 52, donc il avait 32 ans. Et là, il s'est lancé, il est devenu concessionnaire Solex et Motobécane. Et il a acheté plusieurs, il en avait à Dijon, il en avait en région parisienne. Il s'est lancé là-dedans. Et c'est surtout, le plus incroyable, c'est qu'il a eu une reconversion sportive. Sa reconversion, c'était dans les courses de chevaux. Il est devenu, c'était un passionné de ça, gentleman driver. Donc, il a fait des courses en amateur. Il en a gagné. C'était sa passion. Quand on cherche Émile Idé, cheval, trot, course, il y a plein de magazines spécialisés qui ont fait des portraits sur lui dans les années 70, 80. Il s'était marié, une de ses filles a eu un enfant, alors je ne sais plus, fille ou petite fille. Il était le grand-père ou le grand-oncle de Jean-Michel Bazir, qui est toujours le numéro 1 des drivers, donc un grand spécialiste mondial du trot. Son gendre, une de ses filles, a épousé Gérard Masque, qui est toujours qui est à la retraite depuis longtemps, parce qu'il a plus de 80 ans, mais qui a été longtemps l'un des plus grands coureurs drivers de trot. Voilà. Et puis, il a mené une vie chez lui. Moi, franchement, quand je l'ai rencontré en 2020, c'est un monsieur qui vivait chez lui, qui avait plein de souvenirs dans la tête, plein d'émotions, plein de gentillesse. À chaque fois que j'allais le voir, parce qu'il est décédé en fin décembre, le 31 décembre 2024, il a eu 105 ans cette année au mois de juillet. Et il vivait chez lui. Une de ses filles vivait pas loin, là, en région parisienne. Mais il avait une gentillesse. Rarement j'ai vu des champions en rencontre pendant leur activité
Les rapports sont parfois un peu tendus, parfois un peu superficiels, parce qu'on est là pour poser des questions, et ils sont là, pas toujours pour apporter des réponses. Mais là, c'est une personne qui ne me connaissait pas, et j'ai dû le voir 10, 12 fois. Je venais discuter avec lui, je lui envoyais un petit mot, je passais le voir, et il y avait toujours une gentillesse, et il m'a dit un truc qui était incroyable. C'est les dernières fois où je l'ai vu, parce qu'en fait, il a fait une mauvaise chute et il est décédé, mais il n'avait pas. Moi, après le Covid, j'avais dit, mais est-ce que j'ai appelé la famille en se disant, mais comment? Oh, ça va, par moment, il a des petits coups de main. Mais il vivait seul chez lui, bon, accompagné, mais. Et il m'avait dit, ah, ça me fait plaisir de vous raconter tout ça. Alors, parce que, comme un monsieur centenaire, par moment, il y avait des petits trous dans le récit. On passait 2 heures, 2 heures et demie. Donc, il fallait revenir, il fallait se faire préciser. Il avait quelques documents, des photos, mais il n'avait pas tout gardé. Puis, par moments, c'était comme si ça s'était passé la veille. C'était passionnant. Et quand une des dernières fois, on l'a vu, il me dit, voilà, moi, je suis content de parler avec vous. Ah, ça me fait du bien. Alors, je dis, oh, merci, Émile, ça. Il dit, parce que je ne suis pas sûr que mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, ça les passionne. Or, c'est ce que j'ai vécu quand j'avais 20 ans. Et je me suis dit, j'ai essayé de mettre ça dans le roman, c'est qu'en fait, en dehors du fait que c'est du sport de haut niveau, il y a des gens, ils ont eu 20 ans pendant la guerre. Alors il y a ceux, on peut réécrire l'histoire après, il y a ceux qui étaient engagés, qui ont fait la guerre, et ça c'est quelque chose de très fort. Puis il y a des gens qui sont, voilà, c'était leur jeunesse, qui ont vécu de 20 ans à 25 ans, ou de 18 à 22 ans, lui c'était 20-25 ans. Ben voilà, et il a eu une drôle de vie, il m'a dit, moi je peux pas dire que j'ai eu à me plaindre des Allemands, il a pas fait la guerre, et il me dit, j'avais un petit statut particulier, je faisais une course, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, il revenait, il dit, c'était un filet garni, le boucher me connaissait, il me remettait un rôti quand il y en avait, on me redonnait un ticket supplémentaire de rationnement, il me dit, voilà, on a passé, c'était pas une vie heureuse, riche, mais il dit, voilà, il dit, parfois on pouvait même aller rester une étape de plus. Le soir, on nous payait l'hôtel. Il y avait un bal, il y avait les filles. Voilà. Il dit, j'ai eu quelque part, il a flotté au-dessus sans doute de choses et de situations où des jeunes. Donc il en était tout à fait conscient. Voilà, il me dit, j'étais pas un privilégié, parce que je pense pas qu'il y ait eu des privilégiés pendant la guerre, à part ceux qui avaient choisi la collaboration, mais il me dit, j'étais pas un privilégié, mais j'ai beaucoup moins souffert, m'a-t-il dit, hein, alors sans doute par humilité, que des gens. Il dit, voilà, j'avais mes sœurs, ça. Même là, il me dit, quand il travaillait dans l'atelier à Joinville, il me dit, il y avait des soldats allemands, ils étaient sympas parce que, comme on parlait de course, et voilà, il me dit, j'ai été un peu épargné, sans doute par ce statut, et par sa jeunesse, par son talent. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça aurait fait un Émile Idé, champion de France en 42. Un Émile Idé, voilà, quand il arrête 52, c'est au moment où Anctil commence, c'est au moment où il y a tous les grands champions. Enfin, les grands champions, il y en a toujours eu. Et je me suis toujours dit, voilà, il a une jeunesse qui a été comme des millions de jeunes. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui s'est retrouvé dans une histoire incroyable dont il fallait se dépatouiller. Il a été forcé de la faire, mais quand il m'en a parlé, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et tu parles justement des champions qui vont arriver après, les Plouidor, les Anctil, évidemment. C'est difficile, j'imagine, de se placer, mais c'était quoi tu les as pas vus courir, évidemment, ces coureurs-là, mais c'était quoi la qualité des coureurs de cette époque que peut-être on retrouve moins aujourd'hui? Qu'est-ce qui faisait leur spécificité? Le vélo était évidemment différent. Alors, le vélo était différent. Je pense que tous ces grands champions d'après-guerre, Anctil, il gagne en 53 le Grand Prix des Nations, c'est ce qu'il lance vraiment. Mais les Coppi, Bobet, tous les grands champions d'après-guerre, y compris ceux qui avaient survécu et qui avaient continué plus qu'Émile Idé, je pense qu'il y avait une envie après. Moi, j'ai vu ça quand j'ai rencontré des athlètes qui, sur le foot et sur les Jeux Olympiques, ont redémarré en 48. Je pense qu'il y avait une envie de. Alors, c'est bateau ce que je vais dire, mais une envie de vivre. Enfin, une force, une rage qui. Voilà, d'abord parce que c'était un statut social, c'était un statut financier aussi. Je veux dire,
dans les années 50, au début des années 50, la guerre s'est vraiment finie en 46-47 en France. C'est pas, le 8 mai 45, tout le monde n'avait pas du boulot, une maison, de l'argent. Donc, il y a eu 1 ou 2 ans, n'oublions pas le plan Marshall, tout ça. La France, elle est vraiment... l'Europe de l'Ouest, elle est vraiment malheureuse jusqu'en 48-49. Ça va mieux, mais c'est pas l'euphorie et tout. Et je pense que tous ces champions-là sont les premiers à partir des années 50, vraiment où ils vont chercher leur force, leur envie. Quand on dit les 30 glorieuses, c'est pas mai 45, pour moi les 30 glorieuses, c'est 25 glorieuses, c'est fin des années 40, c'est le début des années 50. Et je pense que là, le vélo est autant pour ceux qui le pratiquent, les champions, y a ça s'organise, donc il y a de l'argent qui arrive, et puis il y a un engouement incroyable, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous voyez les gens, les courses, moi je m'amuse souvent à regarder quelle course a disparu, où je m'intéresse à une course, et voilà, et on me dit, mais aujourd'hui, il y a quoi? C'est des régionaux qui la courent, il y a 800 personnes à l'arrivée, on a du mal à trouver des lots. Il dit, tu te rends compte, dans les années 50, il y avait 10 000, 15 000 personnes, les grands champions, ils venaient, voilà, c'était incroyable. Parce que je pense qu'il y a un élan de bonheur, de vivre, de joie et tout. Je ne dis pas que la vie était facile pour eux, parce que c'était des grands champions, mais pour avoir parlé avec des gens, moi j'ai vu courir Rankine, mais que j'étais gamin, voilà, puis je l'ai vu à la télé. Mais je pense qu'il y avait ce dynamisme. Après, les vélos sont meilleurs, évidemment. On ne regardait pas trop sur les moyens de ce qu'il fallait prendre pour tenir des courses qui faisaient 300 km par jour et que le lendemain, ils en faisaient encore 300. Je ne suis dupe de rien, mais je pense qu'il y avait une telle envie un tel essor que ces gens-là... Ceux qui sont là, quand je vois courir Kevin Vauquelin, quand on voit Alaphilippe, ils ont la même envie. Mais c'est devenu un tel business tellement organisé, c'est bien. Mais je veux dire, quand le tour commence, on n'imagine pas un jour, une fois Vingegaard, le lendemain Vauquelin. Le maillot, maintenant, c'est contrôlé, mais depuis des années, depuis des dizaines d'années. Alors qu'à cette époque-là, il y a un côté, il y a des très grands champions. Bobet, Coppi, Anquetil, tout ça, mais c'est des vraies bagarres. Même Merckx, c'est des vraies bagarres. Quels que soient les moyens qu'ils ont, c'est des grosses équipes. Il y a des équipes régionales, il y a des équipes de marque. On sent que là, vraiment, il y a une renaissance pour s'en sortir. C'est pas aussi marketé qu'aujourd'hui, où si vous trouvez quelqu'un qui pense qu'un Français va gagner le Tour de France cette année, c'est incroyable. Et en même temps, il y a des récits. On parlait de Poulidor, mais voilà, Poulidor, il a jamais été maillot jaune, mais c'est des récits incroyables. Et il n'y a pas que lui. Voilà. Après, il faut être dupe de rien sur les façons dont il courait et tout ça. Mais il n'y avait pas cette espèce d'organisation business. Je ne parle pas de l'organisation du Tour, je parle les équipes, elles ont des moyens incroyables qui font que ça peut pas échapper à UAE Emirates ou à Jumbo Visma. Oui, il y a un contrôle sportif. Voilà, c'est comme aujourd'hui, il y a 35 ans ou 40 ans, peut-être qu'un jour Saint-Etienne pouvait être en finale de la Coupe des Champions. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 6 équipes, voilà, Paris, Real Madrid. Ben voilà, il y a un moment, c'est devenu une telle force. J'ai pas à juger si c'est. J'ai un avis, mais c'est tellement organisé. Voilà, dans le rugby, on l'a vu, la finale, c'est Bègles Bordeaux Toulouse, parce que c'est les 2 plus grosses écuries, c'est les 2 équipes bâties pour ça. Mais à cette époque-là, c'est des champions qui sont sortis du truc. Et puis ça entraînait d'autres vocations. Mais je pense qu'il y avait énormément de force chez eux pour aller au bout. Tu me parlais de l'après-guerre. En fait, j'aimerais sur une réponse que fait, les gens qui ne suivent pas forcément le vélo comprennent à quel point le vélo était différent avant et pendant la guerre, et qu'est-ce qui faisait la spécificité de... Est-ce que c'était de la débrouillardise de ces coureurs? Parce que, comme tu disais, ils étaient en train de recoudre leur boyau. Alors oui, ils avaient des équipes, mais malgré tout, il y avait une forme presque d'expédition, en fait, quand ils partaient comme ça dans des grandes courses. Alors, dans l'avant-guerre, j'enlève on va dire les années des pionniers qui sont de 1903 à 1914, évidemment, c'est
le Tour avançait, tout le monde avançait en même temps qu'on découvrait ce qu'était le Tour. Et le Tour, la première fois qu'il va dans la montagne, c'est en 1910 au Tourmalet. Ils avaient envoyé, je crois que c'est, comment il s'appelle, Géo Lefebvre, qui avait été voir ce qu'était le passage du Tourmalet. Il y est allé à la fin de l'hiver. Il y avait de la neige. Et il a dit, de toute façon, c'est bon, on va passer là parce que la neige, elle sera partie au mois de juillet. Mais c'était des pages blanches tout le temps. On écrivait avec des histoires incroyables qui ont été racontées partout. Les gars partaient pour 400 km, partaient au milieu de la nuit, arrivaient... tout ça, après la guerre, comme le sport s'est codifié un peu partout, c'est la création de la FIFA, c'est le Tour de la destination, c'est les JO qui redémarrent. Donc ça s'est organisé. Et quand ça s'organise, il y a forcément de l'argent qui arrive, c'est un spectacle. Donc les coureurs ont eu des moyens. Donc vous élargissez la base. C'est-à-dire, il y a toujours eu beaucoup de cyclistes en France, mais il y a eu plus de possibilités, donc plus de courses. Aujourd'hui, on parle de centre de formation, mais en fait, la formation, elle venait que, je sais pas, si dans le département d'Indre-et-Loire, peut-être qu'avant, il y avait 30 courses un peu bricolées, puis d'un seul coup, il y en avait 40 avec 20 mieux organisées, et puis un directeur sportif, puis un soigneur, et puis un masseur, et puis un entraîneur. Donc, tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure, mais dans tous les sports. Ça s'est organisé. Et donc, jusqu'avant la guerre, je vous dis, on était dans des équipes nationales parce que le sport, c'est surtout une représentation nationale. Les JO, c'est vous courez, vous sautez, vous lancez pour votre pays. Le rugby, c'était des équipes nationales. Donc le vélo, c'est des équipes nationales. C'est France, c'est les Français ont battu ça. Alors il y avait des équipes régionales, mais c'était la deuxième division. Vous avez l'équipe d'Aquitaine, c'était juste en dessous. Anctil, ça ne sera pas la guerre. Il est dans l'équipe La Perle, qui était la grande équipe de ses débuts, mais il y avait l'équipe La Perle Normandie aussi, qui était, j'allais dire, le réservoir. Donc ça, avant la guerre, je vous dis, il y avait une caravane publicitaire. Donc on voyait bien que ça grossissait, ça s'alimentait à chaque fois. Ça s'organisait de mieux en mieux. Donc il y avait plus de villes qui voulaient le Tour, les routes s'amélioraient, le matériel s'améliorait. Donc la guerre a été un vrai stop. Tout. Et on va dire, quand ça redémarre en 47, il y a eu un peu pas de ratage, mais il fallait se réhabituer, même les coureurs, retrouver l'hygiène et un entraînement sérieux. Et on va dire que les années 50, 60 sont vraiment celles qui ont remis... d'abord, il y a eu des équipes nationales, parce qu'on a repris un modèle, de l'argent qui est arrivé, la télévision qui est arrivée, et quand la télévision arrive, c'est plus la même chose. Enfin, quand je dis c'est plus la même chose, c'est pas que vous roulez différemment pour les coureurs, ça reste aussi dur de monter le Puy-de-Dôme, mais qui ne se souvient pas de l'image de 64 de Poulidor et d'Anctil? On a toujours l'impression que c'est l'arrivée. Ils finissent pas premiers, il y avait un gars qui était devant, mais l'image, elle est tellement forte que d'un seul coup, ça donne une autre dimension. Et des gens qui arrivent, d'autres moyens, d'autres... on voit bien qu'à ce moment-là, il n'y a pas que des Français, des Belges et des Espagnols qui courent. On en est arrivé aujourd'hui, le meilleur coureur du monde, il est slovène, et le deuxième, il est danois. Il y a 50 ans, je ne sais même pas si on se serait inquiété de savoir si on faisait du vélo en Slovénie ou au Danemark. Donc, tout ça, c'est arrivé. Et après, on est entré dans une dimension, je pense que Merckx a été le premier à avoir une équipe bâtie pour lui, avec un vrai système. On ne court pas n'importe quoi. Avant, les gens, ils couraient le Tour de France, et ils couraient le Grand Prix des Nations, et ils allaient faire le Giro. Aujourd'hui, on ne demande pas aux champions. Il y a eu, on l'a vu avec Indurain, on l'a vu avec l'escroc Armstrong et tout, qui se gardaient sur des courses, voilà, qui venaient, on vient. À cette époque-là, il y avait un panache. Encore une fois, je ne suis pas dupe de ce qu'ils pouvaient tenir, mais il y avait un panache. On les voyait sur Paris-Nice, on les voyait sur Paris-Bordeaux, on les voyait sur... Voilà, c'était des héros qui faisaient toute une saison pour leur marque, pour l'équipe de France, etc. Et donc, après, plus c'est important, plus il y a quelqu'un qui dit, sur le maillot, ça serait bien que ça soit mon équipe à moi. Voilà. Donc, on en arrive à ce qu'aujourd'hui, qui reste une énorme épopée, parce qu'il faut toujours pédaler, quels que soient les moyens, quel que soit ce que vous préparez. Et à un moment, il faut quand même pédaler sur un vélo. Pour ma dernière question, c'est un peu une question pour cette aventure. Ouais. Vous avez écrit cet ouvrage, Les Forcés de la route. Qu'est-ce que vous gardez de cette
cette recherche, de cette enquête, de cette rencontre avec Émile Idé et de ce livre? Qu'est-ce qui vous reste? Beaucoup d'émotions en pensant à lui. Et en plus, franchement, moi, j'ai toujours aimé cette période. Alors, je ne suis pas historien, mais j'ai toujours aimé cette période de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle est très proche de nous. Ça fait moins d'un siècle. Donc, voilà, c'est quelque chose qui c'est notre... c'était hier, hein, voilà, c'est pas autre chose. Et je me dis que ça m'a permis d'aller plonger. Très souvent, j'ai lu des livres où j'ai entendu des gens parler et c'était en gros ou tout blanc ou tout noir. Et en découvrant, notamment en parlant avec Émilie, donc qui est la seule personne qui pouvait me raconter comment ça s'était passé. Et puis en allant faire les archives, en lisant la presse de l'époque. C'est-à-dire, là, on est dans les faits. On n'est plus dans le « je pense que », il me semble que... Je me suis aperçu que c'était une période, je vous disais, voilà, où il y a des gens qui ont traversé 5 ans de privation, mais qui se sont organisés, qui ont vécu, qui se sont adaptés, on le voit aujourd'hui dans les conflits, où la télévision nous montre ça en live. Et je regardais la dernière fois ce qui se passe en Ukraine ou ce qui se passe à Gaza, et je me disais, à Kiev, ils avaient fait un reportage que je trouvais, qui évidemment est le pas de côté, qui n'est pas essentiel, mais la vie de tous les jours. Et les gars qui allaient au restaurant, et je me suis dit, mais il y a des missiles qui tombent sur Kiev, pas toutes les minutes, mais ces gens-là, en fait, ils disent, bah, on est allé au cinéma hier, ça. Je me dis, mais en fait, j'allais dire, pendant les travaux, la vente continue. C'est-à-dire, j'ai découvert ça, et en allant sur le terrain, en discutant avec les locaux, très souvent que voilà, ça avait été un truc vécu à hauteur d'individus que tu traverses. C'est plus la vision historique de quelqu'un qui est au-dessus. Voilà, on est là sur le quotidien. J'ai lu, c'était l'année dernière quand il y a eu les 80 ans du débarquement. J'étais à Bayeux et j'avais lu un livre où des gens racontant la semaine, faisant raconter aux Normands la semaine, c'est-à-dire la personne qui, le jour du débarquement, c'est une digression, mais le jour du débarquement, à 7h du matin, bon, il y a des bombes et tout, ça tire, mais elle va quand même traire les vaches dans le champ à 200 mètres de chez elle. Et elle revient avec du lait et elle fait son beurre. Et un quart d'heure après, elle voit passer des Américains. 2 heures après, elle voit passer des Allemands. Et aujourd'hui, je me dirais, les gens, ils devaient être tous terrés et tout ça. Bah, elle raconte, bah oui, il fallait bien aller. Et j'ai demandé aux Américains qui étaient là si je pouvais retourner. Ils lui ont dit non. Il a dit, bah oui, mais les vaches, est-ce que. Donc ils ont été ramenés. Et je me dis, mais comment quelqu'un pendant le débarquement peut penser au quotidien? D'autres qui sont partis au travail, puis on leur a dit non, c'est fermé aujourd'hui. Et Émilie, quand elle me raconte sa vie quotidienne, et quand je suis allé voir, je me dis, bah oui, c'est. En fait, au milieu de ça, alors le sport est pas grave, je veux dire, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'organisme. Mais je me suis dit, il y a eu ça. Et très souvent, j'ai vu les gens, ouais, le sport, ceci. Puis je dis, pendant la guerre, il y a des gens qui allaient voir jouer du foot, qui allaient voir jouer le Racing au Parc des Princes, qui allaient voir jouer l'AS Saint-Étienne à Saint-Étienne, qui voyaient des matchs à 3, voilà, et qui faisaient des compétitions. Et quand j'ai lu la presse, il y a des compétitions de tous les jours. Je me suis dit, bah, en fait, il y a une vie qui continue avec toutes les privations, toutes les contraintes, tous les malheurs, les gens, un membre de la famille qui a été tué ou qui est en prison ou qui est en déportation ou dans un camp de prisonniers. Mais je me suis dit, pendant ce temps-là, ça vivait. Et ça m'a montré de tout ce que j'ai eu. Et les retours que j'ai eus, c'était, les gens me disaient, oui, mon père, il a vu ci, j'ai eu ça. Et je me suis dit, voilà, je voulais pas, j'étais déçu si on m'avait dit, vous avez raconté un truc, mais que pour une élite, etc. J'ai vraiment, voilà, ça m'a touché de raconter ça. Eh ben, merci beaucoup. C'était passionnant. Voilà. Merci.